Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, à la lecture et à l'étude des différents travaux de Marc Bloch que j'ai découvert depuis 3 ans maintenant, parce que j'avais été initié à l'étrange des fêtes quand j'étais en terminale par mon prof et j'avais tout compris, bien sûr. Mais voilà, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est surtout sa rigueur et son exigence intellectuelle. Donc je me permets de donner une définition à ces termes. La rigueur intellectuelle, elle va désigner une méthode de pensée qui est fondée à la fois sur la cohérence, la précision et la vérification des faits, là où l'exigence intellectuelle, elle, renvoie plutôt au refus des explications faciles, des préjugés et des certitudes non démontrées. Chez Marc Bloch, ce sont évidemment deux dimensions essentielles et indissociables dans son travail. Pour lui, la rigueur, ça s'apparente plutôt à être une méthode, là où l'exigence est une attitude permanente. Donc, différents exemples dans ces travaux pour un petit peu illustrer ici la rigueur et l'exigence intellectuelle. Par exemple, dans Les Rois thaumaturges en 1924, il étudie donc, ça a été rappelé ce matin, les croyances selon lesquelles les rois de France et d'Angleterre pouvaient guérir les écrouelles par la simple imposition des mains. Là où beaucoup s'étaient interrogés sur le fait de savoir si les guérisons avaient réellement eu lieu ou non, Bloch, lui, il va se poser une question très différente. Il va s'interroger sur la question de savoir pourquoi des générations entières ont-elles cru à ce pouvoir ou n'y ont pas cru. Et pour répondre à cette interrogation et pour avoir un travail large, il va confronter des chroniques, des témoignages, des récits religieux, des archives administratives, et il mobilise également des savoirs empruntés à d'autres disciplines. Il y a aussi tout un travail de critique des sources très important et qui a été évidemment essentiel chez Marc Bloch. Comme il l'écrit dans l'Apologie pour l'histoire, le document n'est jamais une vérité brute, il doit toujours être interrogé et il faut savoir l'interroger. Chez Marc Bloch, c'est aussi cette faculté à chercher à comprendre avant de juger, sa volonté de repousser les jugements qui sont les plus hâtifs. Dans L'étrange des fêtes, évidemment, il analyse un événement dont il est lui-même le témoin. Antoine Prost écrit à ce propos « Bloch se comporte en historien au moment même où il est acteur des événements ». Son ouvrage, il l'écrit d'une manière où on sent qu'il ne cède pas à la colère ni au règlement de compte. Son ouvrage s'articule en 3 parties, le témoignage et l'analyse. Une organisation révélatrice de son exigence, parce qu'il sait, pour sa part, que tout témoignage est en partie, au moins, subjectif. Il fait aussi attention à tout le temps distinguer ce qu'il a vu personnellement de ce qu'il a seulement entendu ou rapporté. Il refuse aussi les explications simplistes de la défaite, ne se contentant pas d'un réquisitoire contre les autorités ou des généraux. Il s'intéresse, du coup, globalement, aux habitudes intellectuelles des élites, aux insuffisances de la formation militaire, ça a été évoqué ce matin, ou au début d'après-midi, à la rigidité administrative, à l'incapacité globale de penser un monde nouveau. C'est une analyse qui est importante et qui révèle son besoin de montrer que derrière chaque cause, il y a de la complexité. François Dos écrivait que l'histoire, selon Marc Bloch, est une science du questionnement qui est un questionnement permanent. Son exigence repose également sur une pratique du doute permanent. Dans Apologie pour l'histoire, il affirme que l'historien doit sans cesse remettre en cause ses hypothèses. Là, je crois avoir compris qu'il ne s'agit pas de douter de tout, mais de pratiquer une sorte de doute raisonné qui est important aussi pour Marc Bloch. Il cherche aussi à comprendre les sociétés dans leur ensemble. Sa rigueur se manifeste par son refus, ça a été dit, de réduire l'histoire à des grands événements, notamment dans la société féodale où il ne se contente pas d'étudier les rois ou les batailles et s'intéresse aux structures profondes des sociétés, les rapports entre les seigneurs et les vassaux, les croyances, les échanges économiques, les pratiques religieuses. Une approche qui constitue, ça a été dit au début d'après-midi aussi, l'une des innovations majeures de l'école des Annales.
Cette ouverture, c'est une marque aussi de son exigence, car on voit bien qu'on ne peut prétendre expliquer la seule complexité du monde social avec une seule discipline et qu'il faut croiser les approches. Il y a aussi la comparaison, qui est très importante. Dans différents travaux, il compare les situations dans le Royaume de France, d'Angleterre et dans l'Empire germanique, ce qui lui permet de distinguer ce qui va relever des caractéristiques locales et de phénomènes plus généraux, ce qui permet, et ça reste très actuel, d'éviter les conclusions hâtives et les généralisations abusives. C'est ce qui oblige l'historien en permanence à justifier ses interprétations. Enfin, il y a un exemple aussi, encore une fois, toujours très actuel, l'exemple des fausses nouvelles de la guerre. Donc en 1921, son article « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre », dans lequel il analyse la naissance et la diffusion des rumeurs pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qui est brillant, c'est qu'il montre que les fausses informations, elles ne se propagent pas seulement parce qu'elles sont crédibles. Et ça rejoint la discussion qu'on avait ce midi. Elles se propagent parce qu'elles répondent à des attentes de la société. Il comprend que le témoignage humain, il est toujours influencé à des témoignages, à des émotions, et à des attentes. Cette réflexion, elle constitue aussi un très bon exemple de son exigence intellectuelle, car il cherche plutôt à comprendre pourquoi une erreur est crue que tout simplement la dénoncer. Enfin, Marc Bloch, c'est aussi une éthique de l'historien et du citoyen. Chez lui, son exigence et son engagement civique, il relève d'une même conception de sa responsabilité intellectuelle. Il est résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il refuse les discours idéologiques, les simplifications nationalistes. Jusqu'à sa mort, il demeure fidèle à un principe fondamental, rechercher honnêtement la vérité, même lorsqu'elle dérange. Son parcours, il montre que sa rigueur et son exigence intellectuelle, elles sont aussi des manières d'être citoyen, d'être citoyenne dans la société. Plus qu'une méthode historique, moi je pense qu'il nous lègue aussi une véritable discipline de l'esprit fondée sur une honnêteté intellectuelle et la recherche exigeante et permanente de la vérité. Voilà, je vous remercie. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Déjà, je voudrais bien me présenter. Je m'appelle Meir Loïc, je suis étudiant en Université de Strasbourg en deuxième année d'histoire. Et je suis aussi guide à la ligne Maginot. Alors, Marc Bloch, je n'ai jamais entendu parler de lui jusqu'à la deuxième année. Même au lycée, en 2018, on n'a jamais fait mention de ce personnage. Alors, la première fois que j'ai quand même entendu parler de l'étrange défaite, c'est un visiteur lors de mes guidages. Mais bref. Pour moi, Marc Bloch représente une figure qui a profondément changé la manière d'aborder l'histoire. Il a donc en effet transformé l'histoire en une matière pluridisciplinaire et même interdisciplinaire. Avant l'école des Annales, il y a eu bien sûr l'école méthodique qui est représentée par Seniobos ou Ernest Lavis, qui est inspiré du modèle allemand et il est très actif durant la Troisième République française, donc fin 19e siècle, début 20e siècle. C'est une école qui se limite à l'événementiel et dont les historiens se méfient souvent d'interpréter l'histoire et privilégier les faits. Alors, l'histoire n'est donc pour eux qu'une simple suite d'événements et de dates. Mais avec l'apparition du premier numéro des Annales, le 15 janvier 1929, de la revue Annales d'histoire économique et sociale, Marc Bloch et Lucien Febvre entendent écrire une histoire totale en ouvrant la discipline au social ou à l'économie. Ils prennent comme modèle une revue de référence allemande, alors je m'excuse pour la prononciation, la Wiederjahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, et sont d'ailleurs même aussi influencés par Henri Baer, fondateur de la revue de synthèse en 1900. Alors cette volonté, elle est mise en avant par les lettres et le parcours de Marc Bloch. Ainsi, il est nourri de lectures d'économistes et sociologues comme Karl Marx ou François Simian. Il suit des cours de géographie et fréquente l'école normale supérieure. Donc, comme on dit souvent, il est normalien. Ses travaux témoignent déjà de la volonté interdisciplinaire, comme les caractères originaux de l'histoire rurale française, en 1931, où Marc Bloch utilise l'archéologie, la géographie ou la typonomie pour démontrer la diversité des paysages ruraux et la répartition de la propriété foncière. Pareil pour la société féodale ou les rois thaumaturges.
Les correspondances aussi avec Phèdre démontrent comment ils construisent un nouveau paradigme. Alors je vais citer l'Apologie pour l'histoire et métier d'historien pour appuyer mon propos, dans le chapitre 4, page 205. L'usage que le premier âge féodal faisait de la monnaie comme étalon des valeurs différait profondément de celui qui lui attribuait l'économie occidentale des environs de 1850. Un érudit qui n'aurait rencontré la monnaie que vers l'an 1000, je ne pense pas qu'il parviendrait aisément à saisir les originalités même de son emploi. À cette date, c'est ce qui justifie certaines spécialisations. Fermeture des parenthèses. Alors ici, Marc Bloch, il plaide pour un dialogue entre l'historien et un économiste et démontre que sans ce dialogue, on ne comprend pas l'histoire dans son ensemble. Un autre exemple que Marc Bloch est bien sûr celui de Fernand Braudel, qui s'intéresse, lui, au capitalisme, mercantilisme et plus largement au projet d'unité des sciences sociales pour la longue durée. Il observe le monde et ouvre l'histoire aux sciences telles la géographie, l'économie, l'ethnologie, la sociologie ou encore l'archéologie. C'est par exemple dans son ouvrage « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II en 1949 » que cette pluridisciplinarité et interdisciplinarité de l'histoire est mise en avant. Finalement, ayant moi-même été intéressé par divers sujets au cours de ma vie, Marc Bloch est pour moi l'historien qui a ouvert l'histoire à d'autres disciplines et qui permet, en croisant les sciences, notamment sociales et humaines, de comprendre l'histoire dans sa globalité. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Adel Haïfer, étudiant en sciences historiques. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous dire, en introduction, L'ogre et la terre, Marc Bloch, l'interdisciplinarité à l'appel de l'archéologie. Marc Bloch n'était pas seulement un historien, il était explorateur du temps humain. Lorsqu'il fonde avec Lucien Febvre la revue des Annales Histoire économique et sociale en 1929, son ambition est titanesque. Il veut abattre les murs qui séparent les disciplines académiques. À l'époque, l'histoire académique est souvent confinée à ce que l'on appelle l'histoire historisante ou événementielle. Une histoire politique, militaire, diplomatique, qui ne jure que par les documents écrits officiels et les grands tomes. Pour Bloch, cette vision est une impasse. Il se bat pour ce qui deviendra la marque de fabrique de l'école des annales, l'interdisciplinarité. Bien que le terme exact soit apparu plus tard, la pratique est, elle, au cœur de son œuvre. Pour Marc Bloch, comprendre une société du passé exige de mobiliser toutes les sciences de l'homme. Dans son ouvrage magistral « La société féodale », il ne se contente pas d'étudier les traits de vassalité, il fait appel à la sociologie pour comprendre les structures de parenté, à la linguistique pour saisir l'évolution des mots, car les mots sont les témoins des mentalités, à la géographie et à l'économie. Bloch a une conviction profonde. Le réel est complexe et ne se découpe pas en tiroirs académiques. Il résume cette posture par une métaphore devenue célèbre. Le bon historien ressemble à l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Ce gibier, l'être humain en société, laisse des traces partout et pas seulement dans les parchemins des archives. C'est précisément dans cette quête de la trace humaine que se trouve le lien fondamental entre Marc Bloch et l'archéologie. Dans son ouvrage posthume et testamentaire « Apologie pour l'histoire ou métier d'historien », Bloch fait un constat lucide. Les textes écrits ont leurs limites. Ils mentent, ils omettent, ils sont souvent l'œuvre d'élites et ignorent la majorité silencieuse de la population. Pour écrire une histoire totale, l'historien doit interroger ce que Bloch appelle « les témoins malgré eux ». Il écrit alors cette phrase fondatrice qui résonne encore un manifeste pour l'archéologie moderne. L'histoire se fait avec des documents écrits, sans doute, quand il y en a. Mais elle peut se faire, elle doit se faire sans documents écrits s'il n'existe point, avec tout ce que l'ingéniosité de l'historien peut lui permettre d'utiliser pour fabriquer son miel, à défaut de fleurs usuelles, avec des mots, des signes, des paysages et des tuiles. Les paysages et les tuiles.
Par ces mots, Bloch ouvre grand la porte à la culture matérielle. Si Bloch n'était pas un archéologue de terrain armé d'une truelle et avec la tournure d'esprit, la contribution la plus directe de Marc Bloch à la méthode archéologique se trouve dans l'ouvrage « Le plan parcellaire, l'avion au service de l'histoire agraire » dans l'annale d'histoire économique et sociale. Pour comprendre comment les paysans médiévaux vivaient et travaillait. Bloch ne s'est pas contenté de censiers ou de chartes d'abbaye, il propose de regarder le sol. Sur la base des travaux du britannique Crawford, précurseur dans le domaine de l'archéologie aérienne. Il est l'un des tout premiers historiens français à utiliser les plans cadastraux et à faire révolution en observant le ciel, les formes des champs et les dispositions des villages. Bloch propose avant l'heure ce que l'on appellerait aujourd'hui l'archéologie du paysage ou archéologie spatiale. Il a compris que la Terre elle-même est une archive, modelée par les générations passées. Il s'intéresse aux outils agricoles, à la forme des charrues, à l'attelage des chevaux, toutes ces questions qui relèvent à la technologie ancienne et de l'étude des artefacts. Ce sont aujourd'hui des choses qui sont au cœur du travail de l'archéologue. Marc Bloch a posé les bases épistémologiques qui permettront, quelques décennies plus tard, la naissance de l'archéologie médiévale en France. Une discipline qui peinait à exister face à l'omniprésence de l'archéologie gréco-romaine. En affirmant que la charrue d'un paysan du 8e siècle ou la forme d'un sillon dans un champ était une source historique aussi noble et indispensable qu'un traité royal, il a légitimé l'étude matérielle du passé récent. Et je conclurai en disant que si Marc Bloch n'a pas mené de fouilles, il a excavé les dogmes de sa propre discipline. Il a appris aux historiens à regarder la terre, l'outillage et les paysans. Aujourd'hui, l'archéologue qui étudie les pollens anciens, les restes de céramique et les fondations d'un moulin médiéval pour comprendre une dynamique sociale est l'héritier direct de cet ogre bienveillant qui cherchait la trace humaine partout où elle se cachait. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Laura Douchy et avant de commencer mon discours sur Marc Bloch, j'aimerais remercier Monsieur Toc. Comme vous avez compris, on a fait un cours de L2 au premier semestre sur l'éthique et l'épistémologie de l'historien. Et en fait, ce cours, il nous a énormément appris, mais dans ce cours aussi, on a appris à connaître Marc Bloch. Et, Pardon. Et ce qui me touche profondément, c'est la volonté de Monsieur Toc de nous donner la parole, de nous donner la possibilité de nous exprimer. Comme vous avez compris, on a, avec Adèle, on a mis en place un bureau de liaison avec l'OH2, donc l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Et nous avons besoin de professeurs comme Monsieur Toc qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous donner la parole. Donc j'aimerais remercier encore une fois Monsieur Toc. Et j'aimerais aussi remercier le doyen qui nous a donné la parole, qui nous a permis de créer le bureau et qui continue de nous soutenir. Merci beaucoup. Et donc, Marc Bloch. Alors, comme vous imaginez bien, il est extrêmement difficile pour moi d'être là aujourd'hui parce que j'en ai rien à vous apprendre, hein, évidemment. Vous savez déjà tout, tout a été dit, vous savez plus que moi. Par contre, il y a une chose que je peux partager avec vous, c'est mon expérience et notamment mon expérience avec Marc Bloch. Donc oui, je ne connaissais pas Marc Bloch avant et nous avons en cours étudié les 2 livres de Marc Bloch. Donc il y en a d'autres, mais les livres principaux, c'est l'apologie pour l'histoire et l'étrange défaite. Et il y avait également un dossier sur Marc Bloch. Et honnêtement, je vais être très honnête, je ne pensais pas qu'en tant qu'étudiante L2, avoir autant besoin d'une figure exemplaire. C'est-à-dire que vraiment, le moment où on a commencé à étudier Marc Bloch, je me suis dit que finalement, je vois à quoi ça sert d'avoir tant d'exemples en fait, de figures qui sont magnifiques, qui ont fait des choses incroyables. Parce que oui, certes, ce sont des êtres humains,
comme nous, mais c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui a l'air exceptionnel, qui a fait des choses incroyables. Et donc, moi, j'étais vraiment très à fond dans ce cours. J'habite pas loin du lycée Marbloch, et donc, quand j'allais marcher à chaque fois, je m'arrêtais pendant 2-3 minutes à penser à cet homme, en fait, et à me dire à quel point il a vécu des choses difficiles, notamment vers la fin de sa vie, mais à me dire aussi à quel point il a apporté à notre science, à l'histoire. Et quelque chose que j'ai retenu, moi, de ce cours et de Marbloch, c'est le fait de se mettre en question. Mais de se mettre en question tout le temps, de se dire est-ce que, par exemple, au niveau historique, évidemment, est-ce qu'on analyse les choses bien ou pas, ou de se remettre en question sur certains points de vue, etc. Mais aussi au niveau personnel, en fait, de se dire est-ce que j'agis bien, est-ce que je suis un bon citoyen, une bonne citoyenne, et tant de questions comme ça. Et moi, mon message aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, puisque vous m'écoutez, vous m'avez donné la parole, c'est j'espère vraiment qu'on va pouvoir tous se remettre en question, en fait, et ça en permanence, et travailler ensemble. J'espère aussi que dans l'enseignement, en fait, les profs seront plus ouverts à une autre pédagogie, à peut-être plus nous écouter. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison, bien évidemment, mais le but, c'est le dialogue, en fait. C'est qu'on parle ensemble, qu'on trouve des solutions ensemble. Et j'aimerais vous dire que nous, la jeunesse, on a envie de contribuer, on a envie d'être là, on a envie de vous écouter, et on a besoin aussi de vous. La réalité, c'est qu'on a besoin de figures qui sont plus âgées, on a besoin de personnes qui sont plus âgées, qui savent plus que nous, évidemment, mais nous avons également besoin d'être guidés et d'être écoutés. Donc moi, j'ai un vœu à faire. Voilà, Donc, je vous prie de croire dans la jeunesse, de soutenir la jeunesse et d'investir dans la jeunesse. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maïwen Rousseau et je suis étudiante à la faculté d'histoire de Strasbourg. Marc Bloch, par son étude critique du témoignage et des fausses nouvelles, nous offre une analyse permettant de comprendre le mécanisme de la désinformation, enjeu central dans notre société contemporaine, pour la communauté scientifique, mais aussi pour nous, jeunes étudiants et futures historiennes et historiens. Tout d'abord, le témoignage occupe une place notable dans la production de Marc Bloch. Dans Apologie pour l'histoire, il consacre plusieurs chapitres au témoignage et à la critique de celui-ci. Marc Bloch va même jusqu'à produire lui-même un témoignage, celui de la guerre de 1940, dans L'étrange défaite, dont tout un chapitre est nommé « Présentation du témoin ». C'est toutefois la critique du témoignage qui est primordiale. Marc Bloch en fait la recommandation à ses élèves du lycée d'Amiens en 1914. Dans L'étrange défaite, il fournit à son lecteur les outils pour la critique de son propre témoignage. La critique du témoignage s'opère dans le degré de véracité de ce dernier. S'intéressant aux informations circulant entre les soldats au cours de la Grande Guerre, Marc Bloch rédige en 1921 un article « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre ». Il déduit que la fausse nouvelle n'est pas seulement l'erreur d'un seul, mais elle naît de représentations collectives, lesquelles sont révélatrices d'une nécessité sociale d'une société. Lorsque l'historien raconte que lui-même a failli croire à la rumeur selon laquelle les Russes auraient bombardé Berlin, il explique que pour adhérer à une fausse nouvelle, il faut que soient réunies des conditions psychologiques et mentales, c'est-à-dire chez lui l'envie d'y croire, l'envie de croire que les Russes auraient bombardé Berlin. Pour que se diffuse l'information fausse, il faut que la conscience collective en ait besoin. Par cette explication, Marc Bloch nous offre une première clé pour comprendre le développement des fausses informations qui circulent dans notre société. D'autre part, l'historien démontre que la fausse nouvelle est le fruit de préjugés antérieurs. Lorsqu'il raconte dans Apologie pour l'histoire la confusion des soldats français entre les villes de Brême en Allemagne et de Braine dans l'Aisne, Marc Bloch explique que le nom véritable avait été sans doute mal compris, généralement inconnu
ils n'accrochaient pas l'attention, par une pente naturelle de l'esprit, ont cru saisir à sa place un nom familier. Par cette anecdote, Marc Bloch indique que la déformation de l'information, et par conséquent la création d'une fausse nouvelle, reflète les préjugés des personnes qui la véhiculent. C'est le manque de connaissance des soldats français de la géographie allemande qui crée la rumeur. Aujourd'hui, on pourrait appeler ces préjugés des biais cognitifs, développés par le chercheur Frédéric Bartlett. Par conséquent, Marc Bloch estime que le vrai réside dans la sincérité des croyances des hommes. Le faux devient alors une source. Un mensonge, en tant que tel, est à sa façon un témoignage, écrivait Marc Bloch. À défaut de pouvoir y saisir une information valide, la fausse nouvelle permet de dégager un élément de compréhension de notre société. Ainsi, Marc Bloch forge ce qu'on va appeler l'histoire des mentalités, objet qui m'intéresse tout particulièrement. Aujourd'hui, le problème de la mésinformation est crucial pour notre société, mais aussi pour les chercheurs. La désinformation affecte la confiance de la population en les relais officiels. Il importe alors de défendre cette culture scientifique, pilier de la démocratie, et cela, Marc Bloch nous en donne les moyens. Les clés de lecture que nous livre l'historien pour comprendre le mécanisme de la fausse nouvelle nous permettent d'appréhender cette fausse information, de la critiquer, mais aussi d'en retracer le chemin et d'en comprendre l'origine afin de la désamorcer. En tant qu'étudiante en histoire et citoyenne, je souhaiterais exercer mon futur métier d'historienne en prenant conscience de ce rôle au sein de la société. J'en remercie Marc Bloch. Bonjour à tous, je m'appelle Ella Semercy et je suis moi aussi étudiante en histoire à l'Université de Strasbourg. Alors, je vais moi vous donner un point de vue purement personnel sur ce qu'est Marc Bloch pour moi, puisque pour moi, Marc Bloch, c'est un modèle d'historien militaire. Souhaitant devenir chercheuse en histoire et engagée dans l'armée en tant que réserviste, Marc Bloch représente pour moi un modèle remarquable de conciliation entre l'activité scientifique et l'engagement militaire. Il a été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fois volontairement. Il considérait que le service de la nation, le service de son pays, c'était compatible avec sa vie intellectuelle. Donc son expérience militaire, elle a permis de nourrir ses réflexions d'historien, et c'est parfaitement visible dans son ouvrage « L'étrange défaite », où il analyse avec lucidité les causes de la défaite française en 1940. Pour une étudiante comme moi, son exemple montre que l'engagement militaire et citoyen et la recherche académique peuvent se renforcer mutuellement, être véritablement compatibles, chacun apportant une compréhension plus profonde des réalités historiques, humaines et sociales. Ce qui rend son travail particulièrement intéressant, c'est que Marc Bloch est à la fois un observateur et un acteur dans l'étrange défaite, puisque sa position de soldat lui permet de raconter historiquement, avec du recul et de l'esprit critique, les événements qu'il est en train de vivre ou qu'il a récemment vécu. Marc Bloch est donc, selon moi, un modèle moral par son courage et son sens du devoir envers son pays. Malgré les risques, il est resté fidèle à ses valeurs, notamment la liberté, comme l'a évoqué plus tôt M. Vincent Duclerc. Il a rejoint la résistance durant l'occupation, ce qui prouve ses valeurs patriotiques. Il est également fidèle à ses convictions, à la vérité historique et au service du bien commun. Il s'agit donc pour moi d'une figure très inspirante qui unit la rigueur scientifique du chercheur, l'engagement du soldat citoyen et l'intégrité morale de l'homme de conviction. Ces qualités font de lui un modèle pour moi et peut-être pour d'autres étudiants qui ont un projet similaire au mien, qui est celui de devenir chercheuse, historienne et militaire dans la réserve.
avant de terminer, je voudrais remercier chaleureusement une dernière fois Monsieur Benoît-Michel Toc, mais aussi Madame Catherine Maurer de nous avoir invités à participer à cette journée de conférence. Un grand merci pour votre attention.